Podcals, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcals, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir le docteur Géraldine Roche. Bonjour Géraldine. Bonjour. Géraldine, nous allons parler d'un sujet ô combien essentiel qui nous touche tous, à savoir le sommeil. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter en quelques mots ? Donc, je suis Géraldine Roche, je suis directrice de recherche à l'INSERM. Je travaille à Caen et je co-dirige une équipe qui s'appelle l'équipe Neuroprésage, qui est basée au Centre Cicéron, une plateforme d'imagerie cérébrale qui travaille notamment sur la maladie d'Alzheimer, mais plus largement sur les maladies du cerveau. Alors justement, Géraldine, en quoi le sommeil est-il important ? Vous avez raison, le sommeil, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'on passe à peu près un tiers de notre vie à dormir. Donc, c'est que ça a bien une fonction pour notre organisme. Et les fonctions, elles sont multiples. Le sommeil, il va déjà nous permettre de récupérer sur le plan physique, donc de recharger les batteries et de pouvoir commencer la journée du lendemain en pleine forme. Ça va être important aussi pour le fonctionnement de notre système immunitaire. On a vu notamment pendant la période du Covid que l'efficacité de la vaccination, elle était meilleure si on avait pu bien dormir après le vaccin. Le sommeil, il va permettre aussi de réguler notre métabolisme énergétique, d'avoir un équilibre. On sait que quand on est privé de sommeil, notre risque, c'est de développer de l'obésité, du diabète. Et puis, le sommeil, il va être très important aussi pour la mémorisation. On l'a tous fait quand on était étudiant, de relire sa leçon le soir avant d'aller dormir. Et le lendemain, on avait l'impression que tout était plus fluide dans notre cerveau. Donc, il va se passer beaucoup de choses en fait sur nos souvenirs au cours de la nuit. Donc ça, c'est vraiment une fonction capitale du sommeil. On sait aussi que le sommeil, il est important pour la régulation des émotions. Si vous avez fait l'expérience, par exemple, de ne pas dormir une nuit, vous voyez bien que le lendemain, vous êtes un petit peu sur les nerfs, vous avez du mal à faire face aux situations de stress, à prendre des décisions, vous êtes irritable. Donc le sommeil régule nos émotions. Et puis, il y a une fonction qui a été découverte plus récemment, qui est celle d'éliminer les déchets toxiques qui s'accumulent dans le cerveau. Et ça, c'est une fonction qui est très importante, justement, quand on travaille sur la maladie d'Alzheimer, où on sait qu'il y a des protéines toxiques qui s'accumulent dans le cerveau. Alors merci pour toutes ces informations. Alors on savait tous que lorsqu'on n'a pas nécessairement bien dormi ou peu dormi, on est toujours un petit peu à cran, comme vous le disiez très justement. Mais je ne savais pas pour tout ce qui touche aux fameux déchets toxiques qu'il y a dans le cerveau. Merci encore, j'imagine que les écrans peuvent aussi avoir un effet néfaste, entre autres. Alors les écrans, c'est vraiment la plaie actuellement parce que on est tous hyper connectés, on a du mal à lâcher nos téléphones, on reçoit des notifications, des sollicitations en permanence et en fait ça nous maintient éveillés. Donc déjà pour le sommeil, c'est très mauvais. Et puis il y a un autre effet, c'est que les écrans, ils émettent une lumière bleue qui va être perçue par notre rétine et qui va inhiber en fait la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone de l'obscurité et qui est un signal en fait qui va indiquer à notre cerveau qu'il faut dormir. Donc si on inhibe cette sécrétion, ça veut dire qu'on va différer l'endormissement et donc au final, on aura moins de temps de sommeil. Donc ce qui veut dire que nos jeunes qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone mobile, sur les applications, peuvent avoir un sommeil qui est largement endommagé, j'imagine à cause de ça, entre autres. Notamment, oui. Et puis en plus, à l'adolescence, c'est une période qui est un petit peu particulière parce que déjà, cette sécrétion de mélatonine, elle va se faire un petit peu plus tard qu'à l'âge adulte, pour une raison qu'on ne comprend pas forcément très très bien. Donc déjà, les jeunes, en fait, ont tendance à s'endormir plus tard. Et si en plus, ils utilisent leur téléphone, qu'ils ne le coupent pas pendant la nuit, qu'ils ne le mettent pas en mode avion, qu'ils reçoivent les notifications tout le temps, eh bien, ils vont avoir un sommeil qui va être perturbé, haché, en fait, par différents réveils au cours de la nuit. Et ce qui n'est pas bon parce que c'est une période où ils ont vraiment besoin de beaucoup de sommeil. Alors justement, Géraldine, est-ce que la qualité de sommeil évolue au cours de la vie et comment ? En effet, la qualité de sommeil, elle évolue au cours de la vie. Donc, on sait, le petit bébé, il dort beaucoup. C'est à peu près 20 heures sur 24 heures à la naissance, avec des variations aussi d'une personne à l'autre. Et dès la naissance, il y a des courts dormeurs et des longs dormeurs. Et puis, au fil de la vie, en fait, on va réduire le temps de sommeil, à peu près 8-9 heures, on va dire, chez les adolescents. Et puis, à l'âge adulte, on va aussi avoir des modifications. Donc, au cours du vieillissement, ce qu'on dit, c'est que la modification principale du sommeil, c'est une réduction du sommeil lent profond. Ce sommeil qui est très récupérateur sur le plan physique, mais qui est aussi très important pour la mémoire. Alors, on dit que c'est une modification qui est typique du vieillissement, mais en fait, ça survient assez tôt, ça survient à partir de 35 ans. Et après, ça va diminuer de plus en plus au fil des décennies. Et puis, avec le vieillissement, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir tendance à s'endormir tôt et à se réveiller très tôt le matin. Donc ça, c'est quelque chose d'assez physiologique. Et puis, le sommeil va être plus fragmenté aussi. Donc on a la sensation en fait que le sommeil n'est pas récupérateur parce qu'on a du mal à maintenir un stade de sommeil sur une longue durée.
Le sommeil, il va être entrecoupé de plein de petites phases de réveil plus ou moins longues qui font que le lendemain, on a l'impression qu'on n'a pas complètement rechargé les batteries. Comment on peut améliorer la qualité du sommeil ? Et puis, est-ce qu'il existe des traitements contre l'insomnie, au-delà des fameux somnifères, et en particulier chez les personnes qui sont plutôt âgées, puisque nous sommes dans le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer ? Alors, quand on a des problèmes de sommeil, ce qui est important déjà, c'est de connaître ses besoins de sommeil. Savoir si on est un court dormeur ou un long dormeur. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs besoins de sommeil. Et en fait, on peut être un court dormeur. Et si on dort 6 heures chaque nuit et qu'on est capable de faire sa journée sans aucune difficulté, il n'y a pas de problème en fait là. Par contre, évidemment, si on est un long dormeur et qu'on dort que 6 heures par nuit, là, on va sentir des difficultés, un gros coup de barre, on va dire, en fin de matinée ou en début d'après-midi, la nécessité, en fait, de faire une sieste, etc. Donc, il faut connaître son besoin de sommeil et puis il faut aussi être capable d'identifier les facteurs qui vont fragiliser notre sommeil. C'est vrai que quand on est quelqu'un qui a du mal à trouver son sommeil, eh bien, il faut éviter, par exemple, de faire de l'activité physique tard le soir parce qu'on sait qu'on va faire monter notre température corporelle et que pour trouver le sommeil, eh bien, il faut que la température, elle baisse. Donc, ça veut dire qu'on va faire de l'activité physique, mais on va la faire plus tôt dans la journée pour éviter que ça nuise à notre sommeil. Et puis, c'est important aussi de s'exposer à la lumière du jour parce que la lumière du jour, c'est ce qui va permettre de synchroniser notre horloge biologique. Donc, c'est ça qui permet d'avoir des rythmes qui sont bien réguliers. Donc, c'est important, si on fait une balade, de profiter des journées de beau temps ou alors d'aller faire son sport dehors plutôt que sous les néons de la salle de sport. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent aider. Et puis, il faut aussi avoir une chambre où on essaye d'enlever tous les éléments perturbateurs du sommeil. Donc, la tablette, l'ordinateur, le téléphone, la télé. La chambre, en fait, ça doit être un cocon, en fait, où on se sent bien et où on n'a pas de stimulation qui viennent nous gêner. Ce qui veut dire que le téléphone qu'on garde près de la table de nuit, on évite tant que faire se peut, du plus jeune au plus ancien. Idéalement, oui. Alors après, bien sûr, il y a plein de personnes, moi y compris, qui utilisent son téléphone comme réveil. Mais par contre, il faut le mettre en mode avion, voilà, et ne pas voir les notifications au cours de la nuit. Et puis, vous parliez aussi des traitements, en fait, qui peuvent être proposés. Alors, il faut savoir que, par exemple, dans le cas de l'insomnie, les somnifères, c'est pas la solution de première intention, en fait. Les somnifères, ce sont des molécules qu'on va proposer pour faire face à une difficulté ponctuelle de sommeil. Et ils doivent être prescrits sur des courtes durées. Donc, des personnes qui vont prendre des somnifères pendant des années, c'est une aberration. Et dans le cadre de l'insomnie, en fait, il y a des choses qui marchent très, très bien. C'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Donc, c'est quelque chose que l'on va faire avec un professionnel qui est formé et qui va permettre notamment de lutter contre tous les mauvais comportements qu'on peut avoir et qui peuvent perturber le sommeil. On a pas mal de fausses croyances, d'idées reçues sur le sommeil. Par exemple, qu'il faut rester très longtemps au lit pour que le sommeil vienne. On sait que ça ne marche pas du tout. Et donc, on va apprendre à travailler sur ces fausses croyances. Merci encore pour toutes ces informations, Géraldine. Je vous avoue que je n'étais pas au courant et je voudrais qu'on voit, entre guillemets, des fameuses croyances dont vous parliez. Est-ce que la mélatonine permet d'améliorer le sommeil ou pas vraiment ? Est-ce qu'il y a des études qui sont faites par rapport à tout ça ? Nous sommes tout oui. La mélatonine, c'est une substance qu'on produit naturellement dans notre corps et qui va être en fait un signal d'endormissement pour notre cerveau. On trouve de la mélatonine dans le commerce, c'est assez facile maintenant d'en avoir. Et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, notamment quand on voyage et qu'on a plusieurs fuseaux horaires, donc un gros décalage horaire à rattraper. Donc c'est quelque chose qui peut aider à se resynchroniser rapidement. Mais c'est quelque chose aussi qui est utilisé dans différentes pathologies, justement pour favoriser l'endormissement et essayer, quand on utilise par exemple des formes à libération prolongée, de ne pas avoir des réveils nocturnes et d'avoir un sommeil qui est assez continu. Donc c'est quelque chose qui marche relativement bien et qui n'a pas besoin en fait d'être pris à des grosses quantités. Deuxième croyance, la sieste. Bonne ou mauvaise idée ? Alors là, je pense que le monde entier va vous écouter, Géraldine, parce que moi je suis un fervent admirateur et fan de sieste, mais on doit la faire ou pas ? Alors, c'est pas évident de répondre à cette question parce que, en fait, il y a des pour et des contre, en fait. On va dire. La sieste, c'est quelque chose qui peut être vraiment très bénéfique. Voilà, quand on a eu une mauvaise nuit, faire une sieste courte en début d'après-midi, ça va permettre de recharger les batteries et de pouvoir terminer sa journée dans de bonnes conditions. Donc, voilà. Donc, la sieste courte en début d'après-midi, c'est bien. Par contre, il y a des travaux qui sont assez récents, qui ont été faits notamment aux États-Unis, qui ont montré que les personnes qui font plusieurs siestes par jour, donc par exemple une sieste en fin de matinée, une en début d'après-midi, une en fin de journée, les personnes qui font des siestes longues, plus d'1 heure,
eh bien en fait, dans ce cas-là, la sieste, c'est pas bénéfique, c'est plutôt le signe qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne au niveau des rythmes de l'horloge biologique. Et dans ce cas-là, ça doit alerter, parce que ces personnes qui font des siestes longues, des siestes qui sont pas planifiées, quand je dis non planifiées, ça veut dire pas la sieste habituelle de début d'après-midi après le déjeuner, eh bien ces personnes-là, à long terme, elles ont un risque plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer. Donc c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien au niveau du cerveau et qui doit alerter en tout cas la personne ou son entourage. Alors justement, quel rôle le sommeil joue-t-il dans la prévention de la maladie d'Alzheimer ? Alors aujourd'hui, le sommeil n'est pas clairement identifié comme un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Il y a un rapport qui est sorti cet été qui a fait vraiment la revue de toute la littérature mondiale dans ce domaine et qui a identifié 14 facteurs de risque de la maladie, mais le sommeil ne fait pas encore partie de ces facteurs. Alors, on est un petit peu étonné, mais en même temps, on comprend les raisons qui font que le sommeil n'est pas dans cette liste. C'est qu'en fait, il y a encore des résultats qui sont pas clairs. Et on a du mal à pouvoir apporter un message de prévention clair. Je vous donne un exemple. Il y a des travaux qui montrent que dormir peu, c'est associé à un risque plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer. Mais il y a aussi des travaux qui montrent que trop dormir, donc plus de 9 heures par nuit, c'est aussi un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là aux familles ? Alors, il y a une multitude de paramètres de sommeil qui ont été mis en évidence. Par exemple, les gens qui ont vraiment des symptômes d'insomnie très importants. Il y a aussi les apnées du sommeil. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et sur lequel j'aimerais insister parce que c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée, qui est très, très fréquente chez le sujet âgé et qui, là, pour le coup, elle, vraiment augmente le risque de maladie d'Alzheimer, mais aussi de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment très, très important. Et il y a un traitement qui marche très, très bien pour cette pathologie. Donc, c'est important de dépister les apnées. Et puis, le fait d'avoir un sommeil qui est très fragmenté, potentiellement, voilà, ça augmente aussi le risque de maladie d'Alzheimer. Mais là, on a besoin qu'il y ait de plus d'études faites sur des grandes cohortes, donc des grandes populations, pour pouvoir fournir un message clair et savoir quel aspect du sommeil il faut privilégier pour vieillir en bonne santé. En fait, quand on se rend compte qu'on dort mal et que ça a des répercussions en fait sur notre fonctionnement au quotidien, qu'on voit que on est tout le temps fatigué, qu'on a des troubles de l'humeur, qu'on a mal à la tête, qu'on se sent pas bien, qu'on est somnolent au cours de la journée, eh bien, il faut aller consulter son médecin parce qu'il y a plein de solutions et qui passent pas forcément par les médicaments. Donc, on peut améliorer son sommeil. C'est pas une fatalité. C'est vraiment un facteur de risque qui est modifiable et sur lequel on va pouvoir, oui, effectivement, faire de la prévention, trouver des méthodes pour essayer d'améliorer le sommeil et vieillir en meilleures conditions. Géraldine, quels sont les troubles du sommeil chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées ? Alors, on a beaucoup plus de données sur la maladie d'Alzheimer que sur les maladies apparentées. Parce que c'est souvent difficile en fait de faire des enregistrements de sommeil chez des patients. Donc voilà, il y a eu pas mal d'études sur l'Alzheimer, mais par exemple dans le cas de la démence frontotemporale, de la maladie à corps de Lévy, on a un petit peu moins de données. Ce qui est sûr, c'est que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, ce sont des personnes âgées, donc elles ont déjà toutes les modifications que j'ai décrites tout à l'heure dans le cadre du vieillissement. Donc moins de sommeil lent profond, le sommeil fragmenté, le réveil matinal précoce, etc. Tout ça, en fait, ça se retrouve aussi dans l'Alzheimer, mais c'est exacerbé. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir aussi une modification du sommeil paradoxal. Donc le sommeil paradoxal, c'est une phase de sommeil pendant laquelle surviennent la majorité des rêves, donc qui est très connue pour cet aspect-là, même si on peut rêver pendant toutes les autres phases de sommeil. Et donc cette phase de sommeil, elle est réduite chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer parce qu'elle dépend en fait de noyaux qui utilisent l'acétylcholine et qui sont en fait altérés dans la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a aussi très fréquemment des apnées du sommeil. Il y a une association vraiment très importante entre maladie d'Alzheimer et apnée du sommeil. Quel conseil vous donneriez aux aidants ? Vous savez bien que la maladie d'Alzheimer, ce sont évidemment les patients, ce sont évidemment les chercheurs comme vous, mais ce sont aussi les aidants. Rien n'est facile avec cette maladie. Le sommeil est fondamental pour nous toutes et tous. Quel conseil vous donnez, Géraldine, aux aidants pour peut-être améliorer le sommeil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Alors c'est vrai que pour les aidants, le sommeil, ça va être une problématique qui est très importante, notamment parce que plus la maladie va avancer, plus les troubles du sommeil du patient vont être importants, avec dans certains cas un petit peu extrêmes, en fait, des patients qui peuvent avoir un rythme qui est inversé, qui confondent un peu le jour et la nuit, si bien qu'en fait l'aidant, il doit être sur le pont la journée et il doit faire attention aussi la nuit, que le patient ne sorte pas,
Et c'est souvent en fait un motif pour placer son proche en institution, quand le sommeil est complètement perturbé. Voilà, c'est le signe qu'en tout cas l'aidant il va plus pouvoir être disponible 24 heures sur 24. Moi, le conseil que je pourrais donner à un aidant, c'est en tout cas d'essayer de se faire aider, d'avoir des solutions, en fait, des moments où en fait il peut avoir quelqu'un qui va prendre en charge son proche pour que lui puisse souffler. Peut-être que si le patient a un petit moment aussi calme dans la journée, profiter aussi pour faire une sieste, parce que c'est ça qui va aussi permettre de récupérer et d'essayer de limiter l'épuisement auquel sont confrontés tous les aidants. Encore une fois, il faut faire preuve de bon sens, même quand on est aidant, et ça ne sert strictement à rien de culpabiliser. Je le rappelle à toutes les aidantes et aux aidants qui potentiellement peuvent nous écouter. Non, c'est important de s'écouter, oui, et puis de savoir dire aussi que c'est difficile et qu'on a besoin d'aide, en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose de capital et on ne pourra jamais juger quelqu'un qui demande de l'aide parce qu'il consacre beaucoup de temps à aider quelqu'un, en fait. C'est normal. Nous sommes bien d'accord. Géraldine, si je fais un petit résumé de ce qu'on vient de se dire, pour améliorer la qualité de sommeil, quel que soit l'âge, mais particulièrement pour les personnes âgées ou qui seraient touchées par la maladie d'Alzheimer, on évite les écrans. On fait du sport, je suppose. Oui, alors du sport, il n'y a pas besoin de faire un semi-marathon. C'est aller faire une balade dans un parc, faire quelque chose en tout cas qui fait plaisir aussi. C'est important que les gens éprouvent du plaisir à faire certaines activités. Il ne faut pas que ce soit de la contrainte. Essayer aussi, de maintenir un rythme, enfin quelque chose de... On va dire, avec les enfants, on a ce rituel de sommeil. On lit l'histoire, on va se brosser les dents. Et voilà, il y a ce petit rituel qui s'installe tous les soirs. Mais c'est bien aussi d'arriver à trouver avec le patient un rituel qu'on met en place. Peut-être écouter de la musique, une musique que la personne aime, quelque chose de calme. Ou regarder des photos, quelque chose en tout cas de sympathique pour l'aider aussi à s'apaiser. Il y a aussi quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les troubles du sommeil qu'il y a dans la maladie d'Alzheimer, il y a quelque chose qu'on appelle l'agitation vespérale. C'est en fait un état où le patient est un petit peu... il a une espèce d'agitation, un peu d'angoisse à la tombée de la nuit. Donc il n'est pas forcément très très bien, un petit peu comme les bébés peuvent l'avoir aussi quand ils sont tout petits. Et c'est important de pouvoir mettre un petit peu de calme et de sérénité dans la soirée pour que le sommeil puisse survenir plus facilement. Et si on veut un peu de calme, on peut aussi sortir un bon bouquin. Ou sortir un livre, bien sûr. Essayer de trouver en tout cas des choses qui vont faire plaisir aux patients, qui peuvent être faits avec les dents assez facilement. Je pense que ça, c'est une bonne solution. Ouais. Géraldine, nous arrivons à la fin de cet épisode et il y a une grande nouvelle, si je puis dire. Parce que j'ai cru comprendre, j'ai ouï dire que vous alliez diriger la rédaction d'une revue qui s'appelle Signals. Expliquez-nous ce que c'est que Signals, qu'on comprenne mieux ce dont il retourne. Signals, c'est une revue qui est éditée par la Fondation Recherche Alzheimer et qui m'a demandé en fait de coordonner ce premier numéro qui va sortir en début d'année. Et en fait, dans ce numéro, on fait le point sur les dernières données de la recherche sur le sommeil dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on a demandé à des experts, principalement français, mais aussi on a une experte canadienne, de nous faire une synthèse des données les plus récentes dans le domaine. Donc, on va voir ce que c'est que le sommeil, les fonctions du sommeil dans la mémorisation, comment le sommeil se modifie au cours du vieillissement. On a un gros chapitre sur les apnées du sommeil. On voit aussi si les troubles du sommeil sont la cause ou la conséquence en fait de la maladie d'Alzheimer. On parle des traitements. On aborde aussi les troubles du sommeil dans les autres pathologies. Même si on sait qu'il y a un petit peu moins de données, il y a quand même des informations qu'il est important de transmettre. Et puis, on voit aussi les conseils pour mieux dormir, la question de la sieste qu'on a abordée tout à l'heure. Et puis, on parle d'une étude sur la méditation qu'on a pu faire à Caen pour voir si c'est potentiellement une intervention qui peut être pertinente dans le cadre du vieillissement. Un aspect qui est très original aussi dans cette revue, c'est qu'il y a un volet culturel où on parle aussi d'expositions et d'ouvrages sur le sommeil pour essayer aussi de stimuler la curiosité des lecteurs et leur donner envie de prolonger la lecture par d'autres ouvrages ou des expositions. Vous dirigez la rédaction, mais qui écrit ? Ce sont des chercheurs comme vous ? Ce sont des chercheurs, en effet, des étudiants qui ont terminé leur thèse, par exemple, qui ont pu rédiger certains chapitres, des médecins du sommeil. Donc vraiment des experts dans leur domaine qui ont apporté tous leur contribution.
Géraldine, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms, s'il vous plaît, parmi ces chercheurs qui ont écrit? Parce que je crois qu'il y en a une quinzaine, mais allez, on va en citer quelques-uns, s'il vous plaît. Bien sûr, donc il y a Marie-Françoise Vecchirini, Damien Léger qui sont des médecins du sommeil qui travaillent à l'Hôtel-Dieu, Laure Peter-Derex qui est aussi neurologue à Lyon et spécialiste du sommeil. Il y a aussi 2 de mes anciens étudiants qui sont maintenant des post-doctorants, donc qui sont des jeunes chercheurs, donc Pierre Champetier et Claire André, et puis Thomas Andrion, Delphine Oudiette, Gaël Chetla, donc qui sont tous les 3 des chercheurs à l'INSERM et qui sont soutenus pour leur recherche par la Fondation Recherche Alzheimer. À quel public est destiné CINALS? CINALS n'est pas destiné uniquement à un public de chercheurs. Ça va intéresser, je pense, toutes les personnes qui s'intéressent aux neurosciences, à la science en général, et puis tous ceux qui se sentent aussi concernés par les problèmes de sommeil, puisqu'on a montré que c'était vraiment quelque chose de capital dans notre vie. Eh bien, merci à vous, Géraldine. C'était absolument passionnant. Merci à vous, c'était un plaisir. Alors, chers auditrices, auditeurs, pour en savoir plus sur CINALS, rendez-vous sur le site de la Fondation Recherche Alzheimer, alzheimer-recherche.org. Et vous le savez qu'il n'y a pas de petit don contre la recherche. Donc je vous invite à envoyer don, DON par SMS au 92 922. Je le rappelle, ce sont 5 € qui vont à la recherche. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Et Géraldine, merci encore de nous avoir éclairés sur le sommeil. Je le redis, c'était absolument passionnant. Merci à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer.